Il y a environ 3,9 milliards d'années, les collisions sont moins fréquentes. Notre système solaire se composait alors de 8 planètes, ou de 9 si l'on compte Pluton. La Terre occupe la 3e position autour du Soleil, dont elle est distante à l'heure actuelle de 150 millions de kilomètres. Les planètes ne s'aiment pas. À cause de la gravitation, elles n'arrêtent pas de s'attirer et de se repousser. Ainsi, l'espace entre elles demeure constant et elles occupent une place précise par rapport au Soleil. Les objets qui ne sont pas devenus des planètes sont comme des réfugiés en quête d'asile. Des astéroïdes, composés de roches et de fer, gravitent maintenant dans la fameuse ceinture située entre Mars et Jupiter. Des comètes composées de glace, de poussière et de roches ont trouvé demeure dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. D'autres ont migré vers le nuage d'Oort, situé à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Ces porches endommagées sont une bonne métaphore du système solaire à son origine, ou plutôt des comètes et des astéroïdes qui ont survécu. De même qu'on apporte ces véhicules ici pour les recycler, ainsi nous pourrions nous tourner vers les comètes et les astéroïdes et y prélever certains éléments vitaux qui y sont stockés depuis la formation du système solaire. Au cours de l'histoire de la Terre, de nombreux astéroïdes en perdition ont dévié de leur orbite et atterri sur notre planète. Ce sont les météorites. Au cours des années, les spécialistes les ont analysés et ont déterminé leur âge grâce à la datation radioactive. Les météorites s'étant formées au même moment que les planètes, elles nous renseignent sur l'âge de la Terre. Celle-ci compterait 4,5 milliards d'années. C'est fantastique d'un point de vue scientifique. C'est comme si on faisait des recherches sur notre histoire familiale et qu'on retrouve tout d'un coup des traces de nos premiers ancêtres au tout début de l'existence de la Terre. Les astéroïdes et les comètes nous éclairent aussi sur les origines de la présence de l'eau sur notre planète. Il y a 3,9 milliards d'années, la Terre, en se refroidissant, a formé une mince croûte de silicate au-dessus de son manteau et de son noyau de fer et de nickel. Un liquide chaud a bientôt couvert toute la surface de la planète, à l'exception de quelques îles volcaniques éparpillées sur le globe. Une des chances de la Terre, c'est d'être née au bon endroit, dans ce que l'on peut appeler une zone habitable. Elle est à la bonne distance du Soleil, assez loin pour que ses océans ne soient pas en ébullition ou trop chauds, et assez près pour qu'ils ne gèlent pas. Mais où la Terre a-t-elle trouvé toute cette eau ? Selon certains, elle viendrait des volcans qui existent depuis la naissance de la planète. Ceux-ci rejettent d'énormes quantités de vapeur dans l'atmosphère. Quand la Terre s'est refroidie, la vapeur s'est condensée en pluie et c'est ainsi que la planète a été approvisionnée en eau. Mais d'où venait cette vapeur d'eau émise par les volcans ? À la base, les volcans recyclent le matériau issu de la roche en fusion dans le manteau terrestre et l'eau en fait partie. Mais ce n'est pas vraiment de l'eau nouvelle, en ce sens qu'elle était présente auparavant dans les océans et qu'elle apparaît alors pour la seconde fois. Michael Mumma appartient à la NASA. Selon lui, l'eau de la planète vient de l'espace. Les comètes, composées de gaz gelés, ont pu arroser d'eau la Terre au cours des chocs incessants qui se sont produits dans les premiers temps. Une particule gelée est en mesure de libérer de l'eau, principalement en fonction de sa taille. Les corps les plus petits se désintègrent à une certaine hauteur dans l'atmosphère. Les autres ont vaporisé leur eau à la surface de la Terre, et c'est ainsi qu'on en trouve sur la planète.
Mumma essaie de déterminer si l'eau d'une comète a la même composition que celle de la Terre. Nous savons que les océans contiennent un mélange d'eau normale, H2O, et d'eau lourde, DHO. Cette dernière comprend du deutérium, une forme d'hydrogène 2 fois plus lourde que l'hydrogène normal. Les comètes sont difficiles à étudier. Elles ne passent guère à proximité de notre planète, la plupart voyagent dans le système solaire extérieur. Mais en 1986, la sonde européenne Giotto a croisé la comète de Halley, qui était alors à 56 millions de kilomètres de la Terre. Pour analyser des échantillons, nous envoyons des spectromètres de masse parmi les débris qui se détachent d'une comète en activité. Ainsi, nous pouvons en mesurer les gaz de façon très précise. C'est ce que nous avons fait avec la comète de Halley. L'eau de cette comète est similaire à celle de la Terre. Pourtant, celle qui avait été analysée jusqu'ici comprenait 2 fois plus d'eau lourde que nos océans. Après avoir étudié les composants de différentes comètes, nous savons aujourd'hui qu'elles ne sont pas toutes semblables. Par conséquent, nous ne savons pas si la comète de Halley était vraiment représentative. La plupart des comètes étudiées viennent de la ceinture de Kuiper, située dans le système solaire extérieur. Par conséquent, elles n'ont sans doute pas participé à la formation de la Terre. Mais le télescope Gemini North, à Hawaï, en a découvert récemment dans un endroit inattendu. Dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. L'eau de ces corps plus chauds et contenant de la glace est peut-être semblable à celle de la Terre, car ils ont pris naissance dans le système solaire interne plus proche du Soleil. Un nouvel indice nous amène à penser que ces comètes inattendues pourraient avoir apporté autre chose que de l'eau à notre planète. Elles y ont peut-être semé les bases mêmes de la vie. L'origine de la vie reste une des questions les plus mystérieuses et les plus controversées lorsqu'on s'intéresse à la Terre. Une chose est certaine, il y a 3,9 milliards d'années, les hommes n'auraient pas pu y vivre très longtemps. Son atmosphère était alors constituée de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'un peu de nitrogène, mais il n'y avait pas d'oxygène. Des formes de vie primitives ont-elles pu malgré tout survivre dans cet environnement? Nous n'avons pas de preuve qu'il existait une forme de vie il y a 4,3 milliards d'années, mais on pense que les conditions étaient réunies pour que ce soit possible. Les fossiles les plus anciens ne datent que de 3,7 milliards à 3,9 milliards d'années. Certains pensent qu'ils évoluaient autrefois dans d'anciens étangs ou lacs. Là, les composants chimiques et l'énergie contenue dans l'atmosphère ont donné naissance à ce qu'on appelle la soupe primordiale, composée d'acides aminés, éléments essentiels de la vie. Mais les éléments originels auraient-ils pu venir d'ailleurs? D'un objet extraterrestre, par exemple? Les météorites contiennent des matériaux organiques, en particulier des acides aminés. Elles se sont formées quelque part au début du système solaire. Il y a donc eu libération de matériaux organiques venus de l'espace. En admettant que les astéroïdes et les comètes aient fait voyager ces bases de la vie dans l'espace, comment ont-elles pu survivre à la collision avec la Terre? Revenons au centre de recherche de la NASA. Peter Schultz et Seiji Sugita y mènent une autre expérience de pointe avec leur canon à lancer vertical. Ils espèrent avoir un jour la confirmation que météorites et comètes ont libéré sur Terre les ingrédients essentiels à la vie.
Nous essayons de voir quelles sont les chances de survie de ces éléments vitaux. Ont-ils pu être apportés sur Terre à travers l'espace, ce qui aurait permis d'ensemencer une planète où régnaient des conditions favorables? Les comètes et les astéroïdes ont probablement apporté des éléments essentiels à la naissance de la vie sur Terre. Et les impacts ont aussi rendu la surface terrestre et l'environnement plus favorables. Leurs expériences montrent que les météores contenaient des composés de carbone. Certains d'entre eux ont peut-être généré les bases de la vie. Mais il faut continuer les recherches. Là, il entre dans l'atmosphère et il commence à s'enflammer. Beaucoup de scientifiques pensent toujours que les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires vivant dans les océans. Mais aujourd'hui, des biologistes vont dénicher les descendants de nos premiers ancêtres dans les endroits les plus inhabitables de la planète. Disons que si une grosse Cadillac symbolise la vie moderne, la vie d'autrefois sera alors une bicyclette. Il n'y a aucun autre vestige de ces organismes que leurs traces chimiques. Et je pense qu'il est important de garder présent à l'esprit que pendant les 2 premiers milliards d'années, il n'y avait sur Terre que des microbes. Kenneth Nilsson est un véritable chasseur de microbes. Il parcourt la planète pour trouver les formes les plus ténues de la vie primitive. À l'origine, la planète était composée d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène. Il y avait beaucoup de méthane aussi et un peu de dioxyde de carbone. C'était un endroit plein de sources d'énergie. Les microbes profitaient de tout ce que leur offrait la planète. Certains ont douté que ces formes de vie primitives, extrémophiles ou thermophiles, puissent survivre dans des environnements extrêmes. Disons que lorsqu'une grosse météorite frappait la Terre, la température montait jusqu'à 40 degrés. C'est parfait pour les extrémophiles. Or, une des choses que nous savons, c'est que les plus vieux organismes que nous ayons sur Terre, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de notre premier ancêtre commun, sont tous des organismes thermophiles. Cela prouve bien que la vie a pu évoluer à de très hautes températures. On trouve encore aujourd'hui des descendants de ces organismes au sang chaud. Ils peuvent vivre à des températures de 110 degrés. Si vous cherchez ce que l'on appelle des thermophiles, allez au parc de Yellowstone et observez ces lacs bouillonnants, ces chaudrons d'eau qui sentent si fort. Pendant des années, on a affirmé qu'ils étaient stériles. Mais la vérité, c'est qu'ils sont pleins de vie. Et ces organismes s'adaptent très bien à cet environnement extrême. La survie jusqu'à nos jours de ces organismes extrémophiles prouverait que la vie a pu s'adapter aux conditions extrêmes qui régnaient sur Terre au cours de ses débuts agités. Mais comment des microbes unicellulaires ont-ils pu se transformer en organismes complexes? Il y a environ 3 milliards d'années, les formes de vie primitives ont absorbé l'énergie du Soleil. Les microbes sous-marins ont créé un pigment vert, la chlorophylle. Grâce à celle-ci, ils ont capté la lumière du soleil et converti par une réaction chimique le dioxyde de carbone et l'eau en nutriments. Ce processus, qu'on appelle la photosynthèse, a permis aux bactéries de se multiplier et de donner naissance à une des plus anciennes espèces terrestres, les cyanobactéries, appelées autrefois algues bleues. Les cyanobactéries ont produit dans l'eau et dans l'air de grandes quantités d'oxygène libre, déclenchant ainsi une véritable révolution. D'un seul coup, la vie s'est divisée en 2 groupes. L'un s'est passé d'oxygène et a formé la partie anaérobique du monde, et l'autre s'est servi de l'oxygène comme d'un apport énergétique et a pu ensuite évoluer, grandir
et le tout assez rapidement.